Chers amis de Francoculture, je vous souhaite la bienvenue sur cette émission. Nous sommes lundi, nous sommes à New York et nous enregistrons une nouvelle émission. Vous savez, votre plateforme sur Francoculture, c'est une plateforme où nous donnons la parole à tous les francophones qui vivent ou qui sont de passage aux États-Unis. Alors, les émissions sont diffusées ici à Manhattan et sont vues par plus de 3 millions de téléspectateurs. Nous avons plus de 1200 shows sur Manhattan Neighborhood Network et plus de 20 langues sont ici. Donc, vous voyez déjà l'audience. Et si vous ne vivez pas à Manhattan, vous savez également que vous pouvez suivre le show en direct sur notre site internet qui est www.mnn.org et également nous rendons disponible le show sur YouTube. Donc, vous avez toutes les possibilités pour pouvoir voir le show un peu partout dans le monde, quel que soit l'endroit où vous êtes. Et donc aujourd'hui, nous avons un invité qui est devenu notre chouchou carrément sur notre émission à cause des idées qu'il défend, à cause du projet qu'il porte. Et nous nous disons quand même que c'est très important que nous puissions l'accompagner autant que nous pouvons. Alors donc il était avec nous il y a quelques semaines, nous avons fait une interview à Central Park, il nous a parlé de son projet. Aujourd'hui, il a fait le voyage, il a fait quelques étapes, il est revenu et nous avons eu envie de savoir un peu, voilà, donc quel a été le fruit de ces négociations, de son voyage et tout ça. Il s'agira de ça tout au long de cette émission. Et je vous souhaite la bienvenue une fois encore. Alors, Père Silimi, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Alors, donc, dites-nous, pourriez-vous d'abord commencer par vous présenter? Merci, M. Chams. Alors, je m'appelle Cyril Milik-Bénin. Je suis le quatrième d'une famille de 7 enfants. Et je suis près de l'archidiocèse de Cotonou au Bénin. J'ai été ordonné le 2 décembre 2000. Donc, je viens de fêter mes 16 ans de sacerdoce. J'étais à Lincoln le 2 décembre dernier. Et dès mon ordination, même avant déjà, j'ai travaillé en tant que stagiaire à l'aumônerie des œuvres. J'étais en stage à la direction des œuvres. Et puis une fois sorti du grand séminaire, j'ai été envoyé comme directeur adjoint des œuvres. Donc je me suis occupé beaucoup des jeunes pendant 2 ans. Et c'est suite à cela que je suis parti à l'école Jeunesse Lumière en France, où j'ai passé une année. De là, je suis allé à Toulon, où j'ai fait une formation en nouvelle évangélisation, le parcours nouvelle évangélisation durant 2 ans, en étant prêtre auxiliaire à la paroisse de l'Accro. Et puis après, j'ai continué pour une maîtrise à l'Institut de Dame de Vie, à Venasque, en Avignon, mais tout en étant toujours dans le diocèse de Toulon, dans la paroisse Saint-Joseph du Pont-du-Las. Et c'est après cette maîtrise que je suis parti à Rome pour mes études de 3e cycle, donc peut-être de doctorat, donc qui m'a pris 5 années, 3 années que j'ai passées en paroisse d'abord, à la paroisse San Clemente Papa, à Rome. Et puis après 2 années, dans un monastère, le monastère San Giovanni Battista. Et pendant ces 5 années, donc j'ai travaillé sur l'enseignement de Saint Jean-Paul II aux jeunes. Et j'ai eu la grâce, avec le soutien de mon directeur de thèse, de publier cet enseignement en 3 volumes de 800 pages chacun. C'est suite à cela que j'ai pu soutenir ma thèse le 22 octobre plutôt 2012. Et puis, après, je suis revenu en France. J'ai été vicaire à la paroisse Sainte-Famille à Béziers, dans le diocèse de Montpellier en France. Ensuite, une année comme administrateur paroissial de la paroisse Bonne Nouvelle. Après, je suis monté à Paris pour une année et concomitamment, je suis retourné au Bénin pour fonder le Quai Jeunesse Bonheur que j'avais en projet depuis 12 ans. Waouh, un parcours très impressionnant. Alors mon père, depuis le 1er octobre 2014, vous avez donc fondé l'école Jeunesse Bonheur au Bénin. C'est quoi cette école? Est-ce simplement une école de plus dans notre pays ou a-t-elle une spécificité? Est-ce simplement, et sinon d'ailleurs, comment en êtes-vous arrivé là? Alors, rien ne me prédestinait à fonder une école de ce genre. Alors, l'école Jeunesse Bonheur se définit comme une école catholique, une école internationale de prière et d'évangélisation pour les jeunes. Alors, je ne l'ai pas inventée de toutes pièces. La première école de ce genre a été fondée par un prêtre qu'on appelle Daniel Ange. Et cette école s'appelle Jeunesse Lumière. Il a fondé le 1er octobre 1984, donc il y a bientôt 33 ans. Donc il était revenu du Rwanda après 12 années au Rwanda.
Et c'est un prêtre franco-belge est revenu de ce pays, voilà, qu'il aime appeler l'université de la joie. Il revient en France et retrouve une France un peu triste, tristounette, où les jeunes se donnaient la mort. Ils ont déserté l'église et puis se donnaient la mort. Beaucoup de suicides et puis des chemins de mort, la drogue, etc. Donc il a été beaucoup interpellé et se demandait quoi faire. Et c'est là qu'il a eu cette expérience de faire témoigner un jeune dans une classe, dans un lycée, et s'est rendu compte que, contrairement à l'atmosphère qui prévalait quand il était venu parler aux jeunes, eh bien, les jeunes lycéens écoutaient bouche bée ce jeune de leur âge. Et c'est là qu'il a eu ce déclic, en se disant, mais ce n'est pas à moi d'aller dans les écoles pour parler aux jeunes. Il faut que je crée une école où je forme les jeunes pour les envoyer vers leurs frères jeunes. Et donc, moi, durant mon ministère à l'aumônerie des œuvres dans l'archidiocèse de Cotonou, je suis tombé sur la revue Feu et Lumière qui parlait des 10 ans de cette école, et je l'ai lu, et ça a été un coup de foudre. Donc j'ai eu envie de lancer la même école chez nous au Bénin, mais avec d'autres motivations. Les jeunes chez nous n'ont pas déserté l'église, au contraire, nos églises sont pleines. Mais je me suis rendu compte durant toutes mes années en Europe que le christianisme a bâti l'Europe. Le christianisme a bâti l'Amérique. Et donc, aujourd'hui, ces pays doivent ce qu'ils sont au christianisme. Aujourd'hui, leurs églises sont quasi vides. Mais chez nous, les églises sont pleines à craquer. Je prends une paroisse comme Saint-Michel, la plus grande paroisse du Bénin. Il y a une dizaine de messes tous les dimanches. Alors, comment se fait-il que, eh bien, le christianisme n'arrive pas à apporter tous les fruits qu'il a apportés dans d'autres continents? Et aujourd'hui, les statistiques du Vatican mettent l'Afrique en tête sur le plan religieux, à tous les niveaux, du point de vue de la croissance au niveau des évêques, au niveau des prêtres, au niveau des religieux, des religieuses, des séminaristes, des diacres, des catéchistes, des baptisés. L'Afrique est en tête en termes de croissance. Alors, comment se fait-il que ce continent est en tête en termes de croissance sur le plan religieux, et on sait que le christianisme est format de développement, et au même moment, ce même continent s'enlise sur le plan socio-économique. Donc je n'arrivais pas à résoudre cette énigme-là. J'ai dit, mais il y a un problème. S'il y a une graine qui partout donne du fruit, sauf sur un terrain déterminé, ça veut dire que la faute n'est pas la graine, la faute est tout terrain. Et donc le terrain, nous savons que le terrain qui accueille l'évangile, c'est le cœur. Et c'est là que j'ai eu cette idée, eh bien, de fonder cette école pour former non pas la tête, mais le cœur des jeunes. Car, comme disait Jésus lui-même, eh bien, c'est du cœur de l'homme que sortent toutes les intentions perverses. Tout le mal qu'il y a dans le monde, eh bien, ça vient du cœur. Et c'est le pape François qui va dire ceci, eh bien, la science et la technique ne suffisent pas. Pour faire le bien, il faut la sagesse du cœur. Et Jean-Paul II, avant lui, dira ceci, je le citais hier à la cathédrale d'Omaha, eh bien, il dit, pour changer le monde, il faut changer le cœur de l'homme. Et donc, ce sont ces phrases-là qui ont été vraiment la motivation qui m'ont conduit à la fondation de cette école Jeunesse Bonheur au Bénin depuis 2 ans. Super. Alors, vous venez de dire un mot très important et qui ne peut pas d'ailleurs laisser indifférent nos téléspectateurs. Vous allez parler du développement. Alors, votre école n'est donc pas une école pour former des prêtres, des religieux, ou c'est... Alors, quel est son objectif? Eh bien, effectivement, le but de l'école Jeunesse Bonheur, c'est le développement de l'homme. Alors, M. Chams, vous êtes père de famille. Quelle serait votre joie? Voir votre fille réussir sa vie, tout évidemment. Et donc, Dieu étant un père, nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que Dieu ne peut se réjouir que s'il voit que nous sommes développés. Dieu ne se réjouit pas de nous voir dans la misère. Quel père peut voir son enfant dans la pauvreté, dans la misère, ne pas réussir sa vie? Donc Dieu veut que nous nous développions. Dieu veut que nous soyons heureux. Jean-Paul II le disait aux jeunes, eh bien, non seulement vous voulez être heureux, mais Dieu vous veut heureux. Donc effectivement, le but de l'école Jeunesse Bonheur, eh bien, c'est le développement de tout homme, de tout l'homme, c'est le développement de nos pays, du Bénin en l'occurrence, mais aussi de tout pays,
puisque c'est une école internationale qui a appelé à accueillir des jeunes, non seulement du Bénin, de l'Afrique, mais aussi d'autres continents. Et cet objectif de développement, nous voulons l'atteindre à travers la formation de tout l'homme. Parce que l'homme est formé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Donc il ne s'agit pas d'un développement étriqué, sur le modèle peut-être européen, où on oublie la dimension spirituelle. Donc nous voulons dans cette école former tout l'homme à travers une formation spirituelle, humaine et morale qui prenne en compte les trois dimensions de la personne humaine, puisque le bonheur a été défini par Jean-Paul II comme étant la plénitude de l'être. C'est dans la mesure où tu prends soin de ton corps, de ton âme et de ton esprit que tu peux être heureux. Si tu en viens à oublier une de ces trois dimensions, tu n'atteindras jamais le bonheur. Et donc voilà un peu ce que nous essayons de faire à l'école Jeunesse Bonheur à travers cette formation qui se base justement sur 4 piliers, à savoir la prière, la formation, la vie communautaire et la mission. Alors très rapidement, il n'y a pas de changement du cœur qui ne se base sur Dieu, car l'homme a été créé à l'image et la ressemblance de Dieu, Genèse 1, 27. Et donc, nous fondons la transformation qui doit advenir dans le cœur du jeune sur la parole de Dieu, sur la vie de prière. Voilà, c'était le premier point. Et cette vie de prière est faite de prières quotidiennes, donc le matin, le midi, le soir. Les jeunes ont une demi-heure d'adoration tous les matins, une demi-heure d'adoration tous les soirs. Chaque semaine, ils ont la possibilité de pouvoir se confesser s'ils le veulent. Ils ont chacun un accompagnateur spirituel qui les accompagne durant toute l'année, qu'ils peuvent rencontrer une fois par mois. Le vendredi est une journée de silence dans l'école pour que le jeune puisse faire l'expérience de se connaître lui-même dans le silence et d'écouter Dieu. Voilà. Et puis ils ont 4 retraites par an, en début d'année, avant Noël, avant Pâques et en fin d'année. Ensuite, sur le plan de la formation, ils reçoivent 14 heures de cours par semaine et 21 sessions durant l'année qui touchent les 3 dimensions de la personne humaine, donc des cours bien sûr qui concernent le Christ, la Vierge Marie, etc., mais aussi des cours sur le mariage, sur la psychologie, se connaître soi-même en tant que garçon, en tant que fille, des cours de philosophie, mais aussi des cours qui les préparent au retour dans le monde, donc des cours sur l'entrepreneuriat, donc pouvoir créer son entreprise une fois qu'on va sortir de l'école. Voilà. Des cours sur la doctrine sociale de l'Église. Donc, tout cours qui puisse leur permettre vraiment de se prendre en charge une fois sortis de l'école. Et ces cours sont sans examen pour ne pas avoir la pression des nôtres et pouvoir se cultiver gratuitement. Et puis troisièmement, c'est la vie communautaire. Donc, ces jeunes garçons et jeunes filles qui prennent l'engagement de vivre dans la maison comme des frères et sœurs. Donc, sans relation amoureuse, alors bien évidemment, s'il arrive que l'un d'entre eux tombe amoureux de l'autre, il peut en parler à son accompagnateur spirituel, mais jamais la personne intéressée, de façon à laisser le sentiment mûrir. Et si vraiment le sentiment perdure au bout de 9 mois, on peut déclarer et commencer un cheminement vers le mariage en dehors de l'école. Voilà. Et puis dans la maison aussi, c'est les jeunes qui font tout, il n'y a pas d'ouvriers. C'est eux-mêmes qui, en petite fraternité de 6-7 jeunes, prennent en charge les divers aspects de la vie de la maison. Donc la cuisine, le ménage, la lingerie. Ainsi, par exemple, la lingerie, ils n'ont pas encore de machine à laver, mais tout le monde apporte son linge et la fraternité qui est de tout pour la lingerie lave le linge de tout le monde. Et puis quand c'est la cuisine, vous préparez pour tout le monde. Quand vous êtes aux travaux extérieurs ou bien pour le jardin, vous faites le jardinage pour tout le monde, etc., etc. Et puis, toujours dans la vie communautaire, on leur apprend le sens de l'autre. Et si par exemple, quand ils vont jouer le football le jeudi, la particularité c'est que c'est les filles qui marquent le but. Voilà. Le garçon dribble tout le monde, mais il faut qu'il passe la balle à une fille et cela lui apprend à se réjouir du résultat de l'autre. Et nous savons que ce n'est pas donné dans notre continent. Et donc, il dribble tout le monde, mais c'est la fille qui concrétise. On applaudit la fille, mais toi, le garçon, tu es content parce que tu as contribué à ce but qu'elle a marqué et pour lequel elle est applaudie. Et puis, enfin, 4e pilier de l'école, c'est la mission. Tous les 2 mois, ces jeunes sont envoyés en mission où? Dans des écoles, dans des universités, dans des hôpitaux, dans des prisons, à la rencontre d'autres jeunes. Donc, immédiatement, ils sont mis en situation de mission pour aller à la rencontre de leurs frères et sœurs qui n'ont pas cette chance-là de vivre une telle expérience et partager avec eux ce qu'ils vivent à l'école Jeunesse Bonheur. Impressionnant. Alors, quelle stratégie, quelle méthode mettez-vous en œuvre pour atteindre cet objectif-là? Avez-vous déjà des résultats? La méthode que nous mettons en œuvre, c'est bien justement cette méthode intégrale que je viens de parler, donc qui prend en compte les 3 dimensions de la personne humaine, avec 2 mots d'ordre. Le premier, c'est faire ce que l'on doit dans le lieu et le temps indiqué.
là, en venant tout à l'heure, en descendant d'Avignon, j'ai reçu un message de mon collaborateur qui me disait, tiens, Père Cyril, les jeunes se lèvent avant l'heure pour aller dire le rosaire. Qu'en penses-tu? Tu es le responsable de l'école, dis-moi ce que tu en penses. Et je lui ai dit, eh bien, ils n'ont pas compris le mot d'ordre qu'on leur a donné. Faire ce que l'on doit dans le lieu et le temps indiqué. Avant le lever, chacun est censé être dans sa chambre, pas dehors. Et donc, on ne peut pas, sous couvert de la prière, se mettre dehors avant le lever pour prier. Et je lui ai dit, quand on commence comme ça, c'est pour demain, prendre le temps du boulot pour prier. On m'a dit, je prie, et donc, si c'est le temps du boulot, ça va. Pas du tout. Donc, faire ce que l'on doit dans le lieu et le temps indiqué. Quand c'est le temps de la prière, on prie. Quand c'est le temps de jouer, on joue. Quand c'est le temps de manger, on mange. Si c'est le temps de prier, de jouer, tu pries, tu n'es pas à ta place. Si c'est le temps de jouer, tu es en train de prier, tu n'es pas à ta place. Donc, le premier mot d'ordre, c'est de faire ce que l'on doit dans le lieu et le temps indiqué. Le deuxième mot d'ordre qu'on leur donne, c'est que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et avec ces deux mots d'ordre, eh bien, on arrive vraiment à vivre une vie harmonieuse avec les 4 piliers dont j'ai parlé, la prière, la formation, la vie communautaire et la mission. Et effectivement, nous avons déjà des résultats qui sont très encourageants. C'est la 3e année de l'école. La première année, nous avons eu 20 jeunes, voilà, 9 filles et 11 garçons. L'année dernière, ils étaient 23, dont un venu du Rwanda. Un venu du Rwanda, et cette année, ils sont à nouveau 20. Et les premiers résultats que nous avons, c'est quoi? C'est que d'abord, vous savez, l'école, nous mettons en œuvre un modèle pastoral qui est l'évangélisation, la formation des jeunes par les jeunes. C'est-à-dire, les jeunes qui ont été formés, certains parmi eux reviennent pour encadrer les nouveaux. Et l'année dernière, ils étaient 5 à revenir pour une 2e année gratuitement pour encadrer les nouveaux. Cette année, ils sont 4 à revenir gratuitement pour encadrer les nouveaux. Pour moi, c'est un signe très fort. Un jeune qui donne gratuitement une année entière de sa vie au service d'autres jeunes comme lui, eh bien, c'est un jeune sur qui on peut compter. Ce n'est pas le jeune qui, à la première occasion, va détourner les biens publics. Non. Parce qu'il a déjà appris le sens de la gratuité. Ça, c'est l'un des premiers fruits. Un autre fruit, eh bien, c'est au niveau des vocations. Voilà, qui en est, déjà, il y a 4 jeunes qui sont entrés au séminaire, envie de devenir prêtre. Nous avons un jeune qui s'est marié. Nous avons une fille qui est dans une communauté religieuse qui peut s'occuper, tenez-vous bien, des sourds muets. Ce n'est pas une vocation facile. Il y a bien d'autres congrégations, voilà, où on est enseignante, ou bien on est médecin, on est infirmière, mais là, c'est pour s'occuper des sourds muets. Donc, de ces personnes qui sont infirmes d'infirmes. Un autre résultat encourageant, c'est les sollicitations que nous avons pour des embauches. Là, l'archevêque de Parakou vient d'embaucher 2 de nos jeunes, l'un comme directeur d'une école primaire et l'autre comme comptable d'un grand centre d'accueil, le centre Guy Riobé à Parakou. Il a été très insistant, trouve-moi 2 jeunes de ton école pour travailler avec moi. Et puis plusieurs autres. Un évêque m'a demandé aussi un jeune pour travailler dans son secrétariat. Le séminaire propédeutique de Misrété a demandé aussi un jeune qui voudrait donner une année, voilà, gratuitement au service du séminaire. Donc déjà, ils sont sollicités. Donc on voit que ces jeunes ont quelque chose de plus par rapport aux autres. Un autre fruit aussi, notre résultat aussi que j'aimerais souligner, c'est leur engagement dans les paroisses. Et puis enfin, plusieurs jeunes qui sont en train de se lancer eux-mêmes. La première que j'ai fait venir en France se former, qui a passé 2 années en France, une en tant que formée, une deuxième en tant que formatrice, et qui est revenue nous aider à lancer l'expérience au Bénin, elle n'a pas attendu que l'État lui donne du travail, elle est en train de monter sa propre entreprise. Donc, c'est des jeunes qui sont créatifs, qui peuvent monter leur propre entreprise. Très bien. Okay, merci beaucoup, Père Cyril. Alors, quels sont les critères de sélection des jeunes accueillis à l'école Jeunesse Preneur? Et par ailleurs, étant donné qu'il s'agit d'une école résidentielle, j'imagine qu'elle a un coût. Tout à fait. Alors, les critères de sélection sont au nombre de 5. Alors, premièrement, il faut être majeur. Nous accueillons des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans. Voilà. Donc, la majorité. Alors, on ne dépasse pas la trentaine parce que, au-delà de la trentaine, la problématique n'est plus la même. Parce qu'il faut savoir qu'il y ait une certaine homogénéité dans l'école. Parce qu'accueillir un jeune, je viens de dire que les jeunes de deuxième, certains jeunes reviennent
pour encadrer les nouveaux. Alors imaginez-vous un jeune de 19 ans qui revient pour encadrer, et parmi la nouvelle promotion qui est un jeune de 35 ans, ça ne passe pas bien. Donc on tient cette homogénéité, donc la majorité, mais aussi l'homogénéité, d'où la tranche d'âge entre 18 et 30 ans. Deuxièmement, il faut que le jeune soit disponible pour une année entière. Donc nous sommes en terre américaine, c'est un peu comme un Peace Corps, mais au niveau de la formation humaine, spirituelle ou morale. Donc avant d'aller servir, avant d'aller faire quoi que ce soit, eh bien, on prend une année pour soi, pour se former, pour son développement personnel à l'école de Dieu. Donc une année pour Dieu, une année pour soi-même, une année pour son cœur. Donc deuxième critère, donc la disponibilité entière pour une année. Donc c'est des jeunes qui laissent tout pendant un an. Et l'année dernière, j'ai eu parmi les jeunes une jeune fille qui était chef d'agence d'une structure bancaire et qui a demandé à ses patrons à laisser le travail pendant un an. Les patrons ont résisté. Au bout d'un mois, ils lui ont permis de partir. Et tenez-vous bien, les patrons ont payé la formation pour elle, tellement ils ont vu que c'était important. Donc deuxième critère, donc la disponibilité pour une année entière, donc de fin septembre à fin juin. Troisième critère, c'est être chrétien, catholique ou non, et même tout simplement être désireux de vivre cette formation en sachant qu'elle a des bases catholiques. Donc elle n'est pas du tout réservée aux chrétiens. Donc tout jeune, chrétien ou non, catholique ou non, peut postuler cette école, mais en sachant que les valeurs qui sont vécues sont les valeurs qui sont véhiculées par le christianisme. Voilà. Le quatrième critère, c'est le niveau. Nous demandons que le jeune ait au moins le niveau terminal. Pas forcément le diplôme du bac, mais tout au moins le niveau terminal, parce que les cours sont donnés par des intervenants très divers, qualifiés dans leur domaine. La plupart sont professeurs au grand séminaire, donc sont des docteurs dans leur matière. Beaucoup sont dans des paroisses de la ville de Cotonou, et donc sont experts aussi en leur matière, aussi bien parmi les prêtres que parmi les laïcs. Et puis, nous avons des intervenants qui viennent de l'extérieur. Nous avons une pédiatre française qui vient chaque année donner le cours de bioéthique. Et donc, cela demande tout au moins des notions de la classe de terminale. Et puis, le dernier critère, c'est la disponibilité à trouver ce qu'on appelle des parrains-marraines. Alors, l'école, comme l'a dit, elle est résidentielle. Donc, ce n'est pas une école où on est chez soi à la maison, on va prendre des cours. Non, ce n'est pas une école pour la tête, c'est pour le cœur. Et qui dit le cœur, dit la vie. Donc, les jeunes vivent là pendant 9 mois. Bien sûr, ils partent en congé pendant une semaine après Noël et après Pâques, mais ils vivent là pendant 9 mois. Et donc, cela a un coût. Et donc, on demande aux jeunes de trouver des parrains et marraines, c'est-à-dire des personnes dans leur entourage, des amis, des frères et sœurs, le curé de la paroisse ou telle connaissance qui seraient prêts à les aider à pouvoir payer 30 000 francs le mois, ce qui n'est rien du tout par rapport au coût réel de l'année. Voilà. Et donc, on leur demande ce parrainage-là, donc, disponible à trouver des personnes qui puissent les aider à parrainer, à payer leur parrainage. Alors, effectivement, l'année a un coût. Le coût de la formation d'un jeune est de 500 000 francs, voilà, sans parler des faux frais. Alors, nous avons créé une association en France qui nous aide de moitié, l'association des Amis de Jeunesse Bonheur, que je remercie au passage pour le travail extraordinaire qu'ils font. Et je salue au passage la présidente, Mme Liliane Mauriès, et la trésorière, Mme Domas, qui fait un travail extraordinaire. Et donc, cette association prend en charge la moitié du coût de la formation. Donc, c'est la seconde moitié qu'on demande aux jeunes, donc en plusieurs 30 à raison de 30 000 francs le mois, en sachant que, une partie de ce parrainage peut être payée en nature. C'est-à-dire, si un jeune dit, voilà, j'ai un oncle qui me donne un sac de maïs, on est preneur, on le déduit de son parrainage. Mais j'ai un oncle ou bien une tante qui nous donne un carton de savon, ou bien un sac de gari, ou bien un mouton, puis on le déduit du parrainage. Pour dire que l'essentiel, ce n'est pas l'argent, c'est la contribution d'apporter sa petite part à son entretien dans la maison. Super. Alors, chers amis de Francoculture, vous qui nous suivez en ce moment, si vous venez de rattraper cette émission, vous sachez bien que vous êtes sur Francoculture et je suis donc en train de faire cette causerie avec le père Cyril Milik-Bénin qui revient donc d'une tournée américaine et on est en train de faire un peu le point. Alors, donc, parlons justement de votre tournée. On sait que vous êtes allé faire une tournée dans quelques États et quels en étaient les objectifs et quelles étaient les étapes? Alors, l'objectif de la tournée se décline en 2 phases. J'ai défini l'école Jeunesse Bonheur comme étant une école catholique internationale de prière et d'évangélisation pour les jeunes. Donc, le premier objectif de ma tournée américaine est de faire connaître cette école aux Américains. Voilà.
quels qu'ils soient, voilà, à tous les habitants, à tous les jeunes de ce pays que je rencontrerai, leur faire connaître qu'il y a voilà, une telle école. Donc, on sait que les Américains viennent en Afrique, viennent au Bénin, étant Peace Corps, eh bien, savoir que maintenant, eh bien, au Bénin, eh bien, on peut y aller aussi pour vivre une formation spéciale, une formation pour son cœur, une formation humaine, spirituelle et morale. Donc, c'est le premier volet de ma tournée. Le deuxième volet, eh bien, il est, j'allais dire, disons, le thème financier, matériel, puisque voilà, cette école accueille des jeunes qui ne sont pas fortunés, n'ont pas forcément des moyens, et nous sommes dans la perspective aussi de la construction des locaux définitifs de l'école. Donc je l'ai dit tout à l'heure que eh bien, le coût d'un jeune, le coût annuel d'un jeune est de 500 000 francs, donc disons soit 1 000 $ par an. Alors chaque année nous accueillons 30 jeunes, il y a quand même 30 000 $ qu'il faut trouver. Et nous ne sommes pas une paroisse où on donne de la quête, donc il faut aller chercher ces financements-là, en sachant que voilà, les jeunes n'arrivent pas toujours à donner leur parrainage. Mais au-delà de cela, eh bien, l'expérience plutôt ayant été concluante au bout de 2 ans, les fouilles étant là, voilà, je dis au passage qu'en 2 ans, voilà, nous avons vu passer dans notre école 6 évêques du Bénin. Voilà, 6 sur 10, c'est quand même encourageant. Impressionnant. C'est impressionnant. Nous avons reçu la visite plus de 4 fois, l'archevêque de Cotonou. Sortant, Monseigneur Antoine Gagné est passé à l'école. Le nouvel archevêque est déjà passé 2 fois. L'archevêque de Parakou est passé 1 fois les saluer. L'évêque de Cotonou, de Porto-Novo, Monseigneur Gonzalo est déjà passé, présidé une messe d'envoi en mission. L'évêque de Dassa Zoumé, Monseigneur Roche est déjà passé, présidé aussi une messe d'envoi en mission. L'évêque de Kandi est passé aussi les saluer après les avoir reçus en mission à Kandi. Donc, quand même 6 évêques qui sont passés en 2 ans. Donc, eh bien, cela nous pousse eh bien, à pouvoir aller de l'avant. Et donc, il est question donc de construire les locaux définitifs de cette école. Et donc, nous avons déjà fait faire une maquette, voilà, avec un devis qui se lève à un peu plus de 750 000 $, 750 000 €. Et donc, il s'agit pour nous de chercher les financements, voilà, pour pouvoir eh bien, mettre en œuvre ce projet, cette construction, et puis trouver aussi des partenaires, voilà, des personnes qui voudront mettre non seulement leurs biens, mais aussi leurs compétences, voilà, au service de l'école, puisque la formation n'est pas simplement théorique. J'ai parlé tout à l'heure qu'ils ont aussi un volet d'agriculture, ils font de l'agriculture, ils font de l'élevage à chacun d'eux et attribuent le pain de terre qu'ils doivent cultiver durant l'année. Donc on a besoin aussi de compétences dans tout domaine, en informatique, en secrétariat, dans le domaine de l'élevage, etc., en expertise. Donc, eh bien, chercher aussi des partenaires, des personnes qui s'intéressent vraiment au développement de l'Afrique et qui voudraient eh bien, nous donner un coup de main dans ce sens-là. Et donc, ma tournée américaine a été en 3 étapes. La première étape a été voilà, la capitale économique des USA, New York, dans la première semaine. Ça a été une semaine fabuleuse. Donc, j'ai eu la grâce avec le soutien du diplomate Marius Loko, oui, de pouvoir... qu'on remercie d'ailleurs. Je remercie énormément. Absolument. Énormément. Monsieur vraiment. Marius Loko, merci beaucoup. Vraiment, je le remercie énormément, ainsi que son épouse Diane Loko, qui m'ont fait un très bel accueil. J'ai logé chez eux dans la première semaine. Et puis, ils m'ont introduit dans cet univers voilà, des Nations Unies, dont j'ai pu participer voilà, à la 3e session, 3e et dernière session de la 3e commission, qui traitait justement de problématiques qui touchent l'école jeunesse bonheur, à savoir les déplacés, les réfugiés, la maltraitance des enfants, comment dit-on, la question des homosexuels. Donc, tous ces problèmes qui ont à faire avec le cœur humain. Donc, c'était vraiment une belle coïncidence de tomber là, lors de la clôture des travaux de la 3e commission des Nations Unies. Et puis, j'ai pu rencontrer aussi le numéro 2 de la représentation du Saint-Siège, donc du Vatican, près des Nations Unies. Ah. Voilà. Et ça a été aussi une très, très belle rencontre. Et pour la petite histoire, c'est un prêtre polonais. Et alors, quand on sait que j'ai fait ma thèse sur Jean-Paul II, je ne pouvais pas ne pas y voir un clin d'œil du pape Jean-Paul II, qui vraiment m'a suivi voilà, durant tout ce séjour. Et d'ailleurs, cette représentation du Saint-Siège près de l'ONU occupe une maison voilà, qui a été offerte par une dame américaine à Jean-Paul II pour sa mission de paix dans le monde. Que de coïncidence. Que de coïncidence, que de coïncidence. Donc la première étape, et puis bien sûr, je n'oublie pas eh bien, la belle interview au Central Park avec vous, M. Chams, merci, qui a été merveilleux. Les gens l'ont vu de par le monde. Et je profite vraiment pour te remercier pour ton engagement de plein pied pour cette cause, pour la cause de notre pays, pour la cause de notre continent.
Voilà, je pense que tu as saisi tout de suite que voilà, là se trouve vraiment la clé du développement de notre pays, de transformer, de toucher le cœur de l'homme béninois, de l'homme africain, pour que ce continent puisse repartir. Oui. Donc ça a été la première phase, la phase donc, de New York, la phase un peu institutionnelle, donc les institutions, donc aussi bien de l'ONU, de l'Église. Et puis je n'oublie pas aussi les rencontres au niveau ecclésial avec le curé de la paroisse de New Rochelle, donc, qui m'a très bien accueilli et donc m'a dit les formalités, les démarches à faire pour que, eh bien, éventuellement, le diocèse de New York puisse m'inviter pour une tournée dans les paroisses, présenter le projet et faire un appel de fonds lors des prédications. Et puis, la deuxième phase, ça a été, comment dit-on, dans le diocèse, dans l'État du Nebraska, voilà, et là, dans deux diocèses, d'abord dans le diocèse de Lincoln, où j'ai été accueilli par un ami, Jean-Baptiste Mekpator, que je remercie aussi, vraiment, qui a fait un travail extraordinaire, qui comme toi, vraiment, a pris de ce projet. Il a épousé vraiment de la tête aux pieds. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant, puisqu'il était secrétaire du comité que j'avais mis sur pied, voilà, pour préparer le démarrage de l'école. Donc moi, j'étais au Bénin quand j'ai mis sur pied ce comité, et Jean-Baptiste et son épouse, comment dit-on, assuraient le secrétariat. Et donc, il y a comme un échange. Donc, quand moi, je suis rentré au Bénin, les autres sont venus ici. Et donc, Jean-Baptiste, vraiment, il a fait un travail extraordinaire. Donc, il m'a introduit à son curé. Et donc, j'ai passé toute la semaine. Donc, j'étais à la messe tous les jours. Et c'est à Lincoln que j'ai dit ma toute première messe en anglais du début à la fin. Voilà. Oh, bravo. Voilà. D'abord, j'ai prêché un jour. Le curé m'a demandé d'assurer l'homélie le jour de mes 16 ans de sacerdoce. Donc, je m'adressais à la messe du matin. Il devait y avoir 150 personnes à l'église parce que les enfants de l'école primaire vont à la messe tous les matins. C'était extraordinaire de voir cette église pleine d'enfants, voilà, de collégiens, de la maternelle jusqu'au collège qui étaient là. Donc, il y avait 150 enfants avec quelques parents, quelques adultes. Donc, c'était ma première homélie. Et puis, le samedi, avant que je ne parte, le samedi 3 novembre, j'ai pu célébrer la messe en anglais tout seul à une communauté de religieux. Et j'étais un peu très craintif. Félicitations. Comment ça allait se passer. Alors, l'humour du Seigneur, c'est qu'après la messe, ils m'ont invité à prendre le petit déjeuner avec eux. Oui. Et on est resté 1h30 à causer. Alors moi, voilà, avec cette religieux américain, alors je pense que j'ai une grâce d'État. Voilà, le Seigneur m'a fait le don des langues parce qu'ils m'ont posé plein de questions sur l'école. Ils étaient émerveillés. Donc voilà, c'était vraiment très beau. Et donc ça a été voilà, la phase un peu de Lincoln. Et puis, aussi le diocèse d'Omaha, où j'ai pu participer à la messe de la communauté africaine. Donc là, j'ai été accueilli par un confrère kenyan. Voilà, cette messe devait avoir une centaine d'Africains, donc essentiellement des Togolais, des Béninois, et puis d'autres pays. Donc j'ai pu parler le Minan, le Fon, le français et puis l'anglais pour présenter le projet. Voilà, présenter le projet, distribuer les dépliants. Voilà. Et puis, toujours à Omaha, ça a été dimanche dernier, donc hier, donc j'ai pu célébrer la messe à la paroisse Saint-Georges, voilà, avant de faire une conférence hier après-midi dans la cathédrale d'Omaha au bout de nouveau charismatique. Ça a été un très beau moment sur justement mon livre, Le chemin du bonheur, la rencontre qui change tout. Donc il devait y avoir une cinquantaine de personnes qui ont vraiment bien accroché, où je leur ai montré vraiment ce chemin du bonheur que Saint Jean-Paul II nous propose. Alors entre les deux dimanches, j'ai fait une virée plus à l'ouest, donc j'allais de l'est jusqu'à l'ouest, tout à l'ouest, chez un ami, voilà, Lambert Adjibogou, à Portland. Et là, ça a été plutôt, je dirais, l'aspect concret, l'aspect business. Voilà, voir un peu comment fonctionne ce pays, comment fonctionnent les États-Unis. Voilà. Et là, ça a été très, très riche, donc je profite aussi de l'occasion pour remercier mon ami Lambert et son épouse Kim, qui m'ont accueilli et vraiment très, très chaleureusement avec les enfants. Et Lambert qui m'a fait découvrir comment ce pays est premier, voilà, au niveau économique, du premier du monde, et ne peut pas ne pas l'être. Voilà, il m'a fait rentrer vraiment dans le système financier des États-Unis. Voilà. Donc je le remercie beaucoup. Je remercie encore aussi tous ceux qui m'ont accueilli à Omaha, le couple de Félix et Karine Digny-Batonon. Je remercie monsieur Aklinou, Gaston et son épouse. Je remercie Pierre Didioro, voilà, qui comme toi, a vraiment épousé complètement le projet. Vraiment. Hier soir, avant de se séparer, nous a invités encore à dîner dans un restaurant. Et je voyais encore tout ce qu'il disait. Voilà, vous avez besoin d'un véhicule. Voilà comment on peut faire, etc. Il a épousé vraiment entièrement son projet. Donc je le remercie, ainsi que tous les autres amis de Marak, dont j'oublie le nom, la famille
Tolo, etc. Donc je les remercie tous. Donc voilà, c'est les 3 étapes de ma tournée américaine qui s'achève puisque demain soir, je reprends le vol en direction de la France. Super. Et je voudrais aussi vous confier que également pendant que vous étiez parti de New York, nous avons continué la causerie autour des amis que nous avions dans notre relationnel. Et j'ai prévu pour vous une base de données de personnes avec qui vous allez échanger directement, au lieu que ça soit par personne interposée, que vous puissiez quand même leur expliquer ce que vous êtes en train de vouloir faire réaliser un peu dans le Bénin et dans l'Afrique. Donc, ce sont des contacts que je vais vous balancer avec le temps. Et des gens qui sont déjà totalement prêts à accompagner, mais ils attendent juste voir quelle est la forme sous laquelle ils peuvent présenter leur accompagnement. Je crois que nous n'allons pas arrêter de parler de ce projet parce qu'effectivement, quand on pense à soigner le cœur de nos compatriotes, quand on pense à soigner le cœur de l'Africain, je crois que c'est une question d'actualité. Ce n'est pas pour complexer nos compatriotes, mais je crois que c'est pour voir le problème et pouvoir aller chercher la solution. C'est pourquoi quand vous m'avez parlé de ça, j'ai dit, voilà ce que je cherchais. C'est ce qui manquait. Alors donc, nous n'avons pas le choix, nous allons travailler avec vous. Merci beaucoup. Alors donc, Père Cyril, nous sommes en train d'aller un peu vers la fin de cette entrevue et je sais que le projet que vous pilotez est très intéressant et ça intéresse beaucoup de gens. Et vous parlez de développement, vous parlez de développement du Bénin, vous parlez de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, c'est même plus... ça a dépassé les frontières du Bénin. Et il s'agit donc de voir la chose sur le plan africain, sur le plan mondial. Alors, donc, dites-nous concrètement comment on peut vous soutenir, comment on peut vous aider. Qu'est-ce qui a été retenu par l'ensemble de ces contacts-là que vous êtes allé faire et dites-nous un peu comment ça va se passer. Alors, je vous remercie, Chams, pour ce que vous nous dites, cette base de données que vous pensez mettre à ma disposition. Ça a été la tactique de M. Jean-Baptiste Mekpator, qui durant tout son séjour, je pense que de chez lui, j'ai parlé soit au téléphone, soit avec Skype, soit au WhatsApp à plus d'une dizaine de personnes. Donc, c'est des personnes qui connaissaient déjà, qui a parlé du projet, mais ils tenaient à ce que je leur parle de vive voix. Et ça a donné déjà pas mal de fruits. Alors, je n'ai pas les noms en tête, donc il y a déjà des personnes qui ont envoyé qui 100 €, qui 200 €, qui a promis 400 €. Donc, rien que de m'avoir entendu parler de vive voix de ce projet, vraiment, ils ont été aussi acquis. Donc, je les remercie tous. Je n'ai pas leur nom en tête, mais ils se connaissent d'ailleurs. Ils préfèrent d'ailleurs l'anonymat par rapport à leurs dons. Alors, comment nous aider concrètement? Eh bien, d'abord, je voudrais dire que c'est une œuvre commune. Voilà. C'est une œuvre commune parce qu'il s'agit de notre pays, il s'agit de notre continent. Et personne d'autre ne le construira à notre place. Ce n'est pas un président qui construit un pays, ce sont les contribuables, ce sont les citoyens. Donc le Bénin se construira par vous et par moi. L'Afrique se construira par nous. Et donc déjà dit à tout le monde que cette œuvre concerne tout le monde. Alors, comment y contribuer concrètement? Mais d'abord par comment dit-on, par le don, voilà, peut-être de compétences, voilà, en mettant sa compétence au service de l'école, compétent, comme je l'ai dit, peut-être en électrique, comment dit-on, en secrétariat, en management, en communication, comme vous le faites. Voilà. Là, ce que vous faites là, c'est peut-être même plus que vous donnez, si vous donnez plus de 2000 $, vous faites connaître l'école à 3 millions de personnes, donc c'est extraordinaire. Donc, vous nous donnez votre compétence, votre temps. Donc, voilà, vous illustrez déjà la première manière, peut-être la manière la plus importante d'aider l'école, de s'y impliquer. Voilà. Moi, je prends le cas de cette enseignante-là, cette Française, pédiatre, qui vient chaque année donner une semaine de cours dans l'école. Elle n'apporte pas des euros. Bien sûr, elle apporte parfois des médicaments ou des ordinateurs, etc. Mais ce qu'elle fait, c'est extraordinaire. Elle prend son vol, elle vient donner cours pendant une semaine dans l'école, elle repart. Et elle s'implique de plus en plus. Là, elle vient de nous trouver un motoculteur et une débroussailleuse pour l'école. Donc, à force de venir chaque année, elle s'implique davantage. Donc, mettre à la disposition de l'école ses compétences, son temps, son bien, voilà. Et puis, il y a aussi, bien sûr, des dons de matériel informatique,
de communication, matériel électroménager. Voilà, c'est une école famille, voilà, et donc où les jeunes sont résidentiels, donc ils ont besoin, voilà, de frigo, de congélateur, de micro-ondes. Ils ont besoin moins de déplacement. Là, un de mes soucis, c'est d'avoir un pick-up, voilà, pour les missions quand ils partent dans les villages pour les missions, qu'ils puissent avoir, voilà, une voiture décente, tout terrain, ou mettre les bagages derrière et puis, voilà, aller pour leur mission. Donc, don de matériel. Et puis, puisque nous avons ce projet de construction, voilà, eh bien, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Alors, je dis souvent aux gens, bon, pour le fonctionnement de l'école, il y a deux budgets. Le budget de fonctionnement. Et pour le budget de fonctionnement, si nous arrivons à trouver 200 personnes qui donnent $100 par an, eh bien, on n'aura pas de souci pour le fonctionnement. Déjà ça. Et puis, pour le, comment dit-on, la construction, le budget de construction, le budget étant le devis étant de $750 000, eh bien, si on arrivait à trouver 1000 personnes, disons même 700 personnes, qui donnent $250, $300 chaque année pendant 4 ans, eh bien, dans 4 ans, l'école est bâtie. Voilà, l'école est bâtie. Et donc, eh bien, aucun don ne sera de trop. Ma politique étant celle des petits ruisseaux qui font les grands fleuves, eh bien, tout don, eh bien, comment dit-on, ne peut que diminuer, eh bien, le montant à atteindre. Voilà. Si le montant est de, je sais pas, de $750 000, si vous donnez $1, ce sera moins de $750 000, c'est-à-dire de $1 en moins. Donc, aucun don ne sera petit. D'ailleurs, ici, je pense à une paroissienne de la France qui, depuis 5 ans, donne chaque mois 5 € pour cette école. C'est extraordinaire. Si j'arrive ici, je trouvais 1000 personnes qui font comme elle, vous imaginez, ça fait 5 000 € tous les mois. Ce n'est pas rien. Donc, je peux vous dire que voilà, même le petit euro, le petit dollar, eh bien, c'est une goutte qui sera importante dans le fonctionnement et dans la construction de cette école. Et donc, toute personne qui vraiment se sent intéressée par l'Afrique, qui pense à son développement, vous savez, le pape Benoît XVI qui disait ceci, ce n'est ni d'or ni d'argent que l'Afrique a besoin. Je l'ai dit à des compatriotes que j'ai rencontrés ici, je profite de l'occasion aussi pour remercier M. Christophe Zossou, remercier M. Kouedenou, Étienne, voilà, qui ont été vraiment très intéressés par leur projet, par ce projet. Remercier leurs amis Brice, oui, Sagouran, Fréjus, oui, qui ont été vraiment très intéressés, tout de suite dynamiques, intéressés par leur projet. Et je leur ai dit, M. Kouedenou me partageait qu'il a fait acheter une pirogue pour aider un village, comment dit-on, un petit village de la Cuisse auprès de Grand Popo. Oui. Très bien. Mais dans 2 ans, cette barque sera foutue. Parce qu'on n'a pas la notion du bien commun. Et donc, je sais que les Béninois, et même d'autres pays africains, eh bien, aiment investir dans leur pays. Mais à l'étape actuelle, cet investissement, comme je le disais, c'est comme de l'eau versée dans un panier. Donc, ça va en pure perte. Donc, l'investissement, très bien, mais encore faudrait-il s'assurer que là où tu as investi, eh bien, que ce local ou ce bocal, eh bien, ne soit pas un panier, puisse garder cet investissement. Donc, formant les gens d'abord, eh bien, leur inculquant les valeurs du bien commun, le sens de l'autre, de la responsabilité, eh bien, une fois que tu vas investir, eh bien, ce que tu as investi, ça va durer. Pareil, j'ai vu hier à Omaha quelqu'un qui me disait qu'il a une association, ils ont, comment dit-on, ils veulent aider un village à avoir des tables et des bancs pour les colis. Très bien, faites-le. Mais allez le marquer quelque part, d'ici 2-3 ans, ces tables et ces bancs seront foutus. Parce que déjà, ils se disent, bon, là-bas, les autres là-bas, ils ont de l'argent plein, donc ils nous envoient ici un peu des miettes, voilà. Ne sachant pas tout ce que vous souffrez pour avoir cet argent-là ici. Et puis, c'est pour tout le monde, donc ce n'est à personne. Donc personne ne l'entretient. Donc ils vont écrire là-dessus, ils vont mettre des couteaux de lame, des couteaux là-dessus, des lames là-dessus. Et d'ici 4-5 ans, quand vous retournerez, ils vont le mettre. C'est l'étape qu'on a fait faire ça parce qu'ils n'ont pas été éduqués. Ce n'est pas leur faute. Ils n'ont pas été éduqués au bien commun. Et donc, le primat, la priorité aujourd'hui, c'est vraiment le changement du cœur de l'homme pour lui inculquer ces valeurs, voilà, de respect, du sens de l'autre, de la responsabilité, du respect du bien commun, de la ponctualité, de l'amour du prochain, etc. Voilà. Avant, en sachant que quand tu auras inculqué cela, et bien, quand tu vas investir, et bien, cet investissement sera durable. Absolument parfait. Merci beaucoup. Et puis, chers amis, chers téléspectateurs, voilà donc cet entretien que vous avez suivi avec le Père Cyril. Alors, nous sommes donc au thème de cet entretien, mais vous savez que nous sommes aux États-Unis et c'est toujours intéressant que les gens comprennent ce que nous faisons. C'est vrai que il est vrai que sur Franco Culture, nous faisons la promotion dans la langue française.
il faut aussi dire également que ce qui est d'actualité aujourd'hui, c'est le bilinguisme ou le multilinguisme. Donc, c'est toujours intéressant que ceux qui vivent autour de nous, ceux qui sont à côté de nous, puissent quand même, et en absence de pouvoir parler la langue française, puissent comprendre un peu le message que nous véhiculons. Donc, nous allons demander humblement au Père de nous faire un petit résumé de tout ce qui a été dit en anglais et pour tous nos amis et qui pourraient également être intéressés par ce projet et accompagner ce projet-là. Alors donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, avant de résumer ce qui a été dit en anglais, je voulais quand même laisser quelques contacts parce que, voilà, beaucoup ont écouté pour se demander, mais alors, concrètement, à qui s'adresser? Eh bien, la première personne à qui il faut s'adresser, c'est le responsable de cette émission, M. Chams Limpon, voilà, qui pourra vous dire concrètement comment aider cette école. Voilà. Nous sommes en train de mettre en place une association, voilà, une non-profit organization, voilà, qui pourra justement recueillir les dons en faveur de cette école. Et puis en attendant, déjà, un compte bancaire est disponible, voilà, pour l'école. Il s'agit du compte numéro 29 86 80 09-71. Je reprends, 29 86 80 09-71. L'intitulé du compte, c'est Jeunesse Bonheur. Donc, c'est un compte qui est à la Nebraska Federal Credit Union. Voilà, pour ce qui est du compte. Et puis, une autre personne aussi à laquelle on peut se référer, donc après M. Chams Limpon, c'est M. Jean-Baptiste McPato. Voilà, je laisse ses coordonnées. C'est le 402, voilà, 769 plutôt, 96 30. Voilà. Reprenez le numéro, s'il vous plaît. Alors, c'est le 402 769 96 30. Donc, 402 769 9630. Voilà. Donc, on peut appeler M. Jean-Baptiste Mekpator pour avoir de plus en renseignements sur comment aider concrètement cette école. Alors, un mot justement, nous sommes en terre américaine, donc on ne peut pas, comment dit-on, finir sans dire un petit mot en anglais. Alors, je présente mes excuses pour la qualité de la langue. Je ne suis pas un anglophone. Vous êtes excusé, mon père. Merci beaucoup. So, to summarize what I have just said in French, I can say that Africa is sinking in socio-economic and political terms, despite its exponential growth in the religious sphere. Different organizations, United Nations Children's Fund, for instance, United Nations Development Program, Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Monetary Fund, World Bank, and other partnerships are trying to help this continent on a technical, economic, and medical level. However, nothing changed. Worse, the situation is deteriorating. Evils such as corruption, favoritism, and lack of accountability continue to seriously affect African society. Ethics seems to have completely disappeared from public life. Founded in 2014, the International Catholic School Jeunesse Bonheur would like to help fill this gap. To do this, young people are trained on the human, spiritual, and moral levels to become effective agents of real change in society. It is based on 4 pillars: prayer, formation, community life, and mission. The results already obtained are very encouraging. The development of human virtues such as punctuality, respect, fraternity, honesty, application to work, sense of the order, and many others. In few words, we notice in the young people who are trained in this school a real human and spiritual maturity in the face of which one has every reason to hope for a better future for the society of which they are called to be the leaders in a few years.
the School Jeunesse Bonheur welcomes annually some 30 young people whose annual cost of training is about $50,000. In addition, the school is awaiting the construction of its final buildings. The model is already ready, as well as the estimate, which amounts to $750,000. We thank very much in advance any person, any institution, any organization that wants to help the School Jeunesse Bonheur for a real and integral development of Benin, of Africa. Thank you very much. Eh bien, voilà donc le compte rendu intégral de tout ce qui a été dit en anglais par le Père Cyril lui-même. Alors, merci, chers amis de Franco-Culture. C'est donc la fin et c'est le début de cette causerie autour de l'école Jeunesse Bonheur. Nous allons continuer. Ça va durer des années. Nous allons en parler. Nous n'allons pas nous arrêter. Je crois que c'est une bonne opportunité que le Père, avec tous ses collègues, ses collaborateurs, nous ont donné pour quand même qu'on puisse focaliser notre attention sur le développement du Bénin, le développement de l'Afrique. Donc, vraiment, merci pour votre soutien au quotidien. Nous espérons que vous nous rejoignez sur cette lutte-là pour qu'on puisse la gagner absolument. Alors, Père Cyril Mig, c'est la période des fêtes, la Noël vient, les enfants de la communauté béninoise font la Noël bientôt, le Nouvel An, et vous partez demain. Et alors, dites-nous un dernier mot avant qu'on entre dans la nouvelle année. Ben, un dernier mot, je souhaite vraiment plein de bonnes choses à mes compatriotes qui sont ici en terre américaine et au-delà d'eux, à tout le peuple américain qui les a accueillis. Je souhaite vraiment que l'enfant Jésus, dont nous allons célébrer la naissance dans quelques jours, eh bien, apporte à tous et à chacun la paix, la joie. Que Jésus, l'enfant Jésus qui est venu, descendu du ciel pour nous sauver, eh bien, veille sur chaque famille, qu'il tienne chaque famille à l'abri de tout mal et que durant cette année 2017, dans laquelle nous allons entrer, qu'aucun Béninois, qu'aucun citoyen de ce pays, pour aller plus large, eh bien, n'ait à affronter une situation qui dépasse ses forces. À tous et à chacun, je souhaite d'ores et déjà un très joyeux Noël, une bonne, heureuse et sainte année 2016. Merry Christmas and Happy New Year in advance. Thank you. Merci beaucoup, mon père. Et nous, en retour, nous allons vous souhaiter bon voyage et que les grâces du Seigneur vous accompagnent et que vous puissiez quand même avoir la force de continuer cette lutte-là. Et vous pouvez compter sur nous. Nous allons nous mobiliser et nous allons faire quelque chose. Alors, chers amis, donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est la fin donc de Franco-Culture. Vous savez, vous pouvez nous suivre tous les vendredis soirs à 22h30 sur Time Warner Cable, Verizon et RCN, sur Manhattan. Vous n'êtes pas sur Manhattan, également sur le site internet mnn.org. Vous pouvez suivre la même émission à la même heure. Donc, vraiment, je vous remercie également. Et n'hésitez pas à continuer à nous soutenir en visitant notre page YouTube et en aimant notre page et en vous souscrivant donc à la page. Et c'est ça qui peut nous apporter quelque chose. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.